tous. Écoutez, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cette région, qui d'ailleurs est une région très industrielle, probablement une des régions les plus industrielles en France. Et le taux d'industrialisation de cette région se rapproche même de celui de l'Allemagne. Donc c'est assez exceptionnel. Voilà, je vais faire un peu une introduction sur cette industrie du futur. Alors, cette industrie du futur, on en parle quand même depuis déjà un certain temps, depuis même, je dirais, 2-3 ans en France déjà. Elle a commencé déjà il y a au moins 4-5 ans. Et maintenant, je dirais, la plupart des grands pays industriels s'y sont lancés de manière concrète et opérationnelle. Comme vous le voyez déjà sur cette première analyse, on peut dire que la course vers l'industrie du futur a démarré pour les grandes nations industrielles. Rappelez-vous, en 2012, c'est quand l'Allemagne avait mis un mot sur cette industrie du futur qu'ils ont appelé Industry 4.0. Et c'était une initiative avec une plateforme qui avait été créée à la sortie de la crise, de la crise économique qu'on a connue en 2008-2009. Si vous vous en rappelez bien, le PIB de l'Allemagne avait fait un V. Et je peux vous dire que quand ils ont descendu le V de leur crise économique, ils ont eu très très peur. Et c'est ça qui les a incités à créer cette plateforme Industrie 4.0 qui a rassemblé tout un tas de groupes de travail pour structurer cette nouvelle donne économique. Ensuite, les États-Unis également ont lancé leur programme Advanced Manufacturing Partnership. On en voit aussi également en Angleterre. La France a lancé l'Alliance pour l'industrie du futur qui commence à être de plus en plus connue et qui se déploie dans les différentes régions. La Chine a inscrit un programme d'industrie du futur également dans son plan 2025 avec clairement l'ambition de développer des solutions dans ce domaine-là. La Corée également y passe, l'Italie, la Belgique, etc. Donc l'ensemble des nations industrielles, en fait, commencent à comprendre l'intérêt de cette industrie du futur. Alors, en effet, pourquoi ? Effectivement, chaque pays a un peu sa propre stratégie vis-à-vis de l'industrie du futur. Si je prenais l'exemple de l'Allemagne, par exemple, il y a vraiment deux objectifs. Il y a une stratégie offensive et défensive. Offensive, c'est pour donc développer des solutions et garder un leadership à l'international pour décrire les nouvelles solutions de l'industrie du futur et garder leur prédominance en termes d'exportation, mais également défensive parce que l'Allemagne a 8 millions d'emplois dans l'industrie, fait 600 milliards de valeur ajoutée dans l'industrie et ils ne veulent pas perdre les volumes sur leur sol national. Et donc tout le Mittelstand allemand, en fait, est aussi poussé pour aller vers l'industrie du futur. Et c'est un gros défi pour l'Allemagne que de faire cette transition pour son Mittelstand allemand, qui ne sont pas forcément plus en avance d'ailleurs que le Mittelstand français, je tiens à le dire. Et donc à ce titre, l'Allemagne voit dans l'industrie du futur ces deux enjeux très stratégiques et très importants. C'est même un élément de suprématie nationale. La France, elle, c'est un peu différent. On sait que notre parc industriel, c'est devenu extrêmement vieillissant, 19 ans d'âge moyen, un sous-investissement chronique, une rentabilité qui a été fortement en baisse au cours des dernières années, un outil obsolète. Et donc, il y a nécessité de renouveler notre outil industriel et relocaliser les activités industrielles en France, mais également renforcer l'image. Également, la Chine a un problème de compétitivité. Ses coûts ont fortement progressé et le modèle low cost est en train d'arriver à sa fin. On ne va plus sourcer dans des pays à très lointains parce qu'on va les fabriquer en France. Donc la Chine se retrouve avec moins de clients et un problème de compétitivité. Ils doivent donc réagir pour monter en gamme en termes et c'est pour ça qu'ils sont intéressés par l'industrie du futur, etc. Je pourrais citer d'autres exemples également aux États-Unis. Mais voyez, chaque pays industriel voit dans l'industrie du futur un certain nombre d'éléments, de facteurs qui vont être très importants pour son pays. Alors maintenant, voilà pourquoi cette course est une course mondiale et qu'il ne faut absolument pas la rater, au contraire. Et c'est même l'occasion pour nous de faire ce que j'appelle le retour français dans l'industrie pour mettre en place donc, une industrie compétitive. Alors un mot un petit peu sur où est-ce qu'en sont les entreprises, quelque part après déjà 2 ans en fait, où on voit dans ces salons comme aujourd'hui tout un tas de solutions. Eh bien, en fait, on voit que la plupart des entreprises sont un peu aujourd'hui dans la maturité qu'on a indiqué au niveau 2. C'est-à-dire qu'après une première phase de découverte, de phase de pilote, de découverte, de POC, les POC, ce sont les Proof of Concept, on voit maintenant, quelque part, dans les grands groupes notamment, un certain nombre d'entreprises qui ont structuré un très grand nombre d'initiatives, des fois trop. Parfois, on en voit 300 initiatives Industrie 4.0 dans l'ensemble des usines.
Et au niveau 2, elles sont en train de mettre en place des pilotes et des solutions. Et là, les directions générales réclament des retours sur investissement et des ROI qui se font pas forcément, qui n'arrivent pas forcément si vite. De ce fait, elles réalisent qu'effectivement, il faut passer à l'étape 3, qui est mettre en place les enablers, l'infrastructure, IT, informatique, changer les pratiques, etc., pour commencer à permettre la généralisation de la mise en œuvre de ces solutions. Vous voyez que dans ce graphique, les bleus sont les entreprises actuelles, et souvent les plus petites, d'ailleurs, sont encore au niveau maturité 1, et notamment les PME. Et c'est pour ça qu'il est très important de pousser également les filières pour que les petites entreprises et les ETI également voient leur intérêt. J'entends beaucoup d'ailleurs de petites entreprises dire « mais attendez, ça, c'est pas pour moi, ce sont des robots, je ne peux pas me les payer, je n'ai pas l'investissement, etc. etc. » Or, l'industrie du futur permet des solutions pour tout le monde. Donc c'est vraiment indispensable. Et enfin, peu d'entreprises, voire très peu, arrivent à maturité 4. Et les points rouges qui sont ici, ce sont les entreprises qui sont nées dans l'industrie du futur, les Tesla par exemple, les Joby Aviation, les entreprises comme SpaceX par exemple, qui directement créent une entreprise industrielle qui exploite l'ensemble des technologies possibles depuis la conception, le développement et puis l'industrialisation, et qui sont des natives. Et ceux-là peuvent descendre et commencer à concurrencer également nos entreprises. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai challenge à pousser cette industrie du futur pour assurer cette compétitivité. Donc on verra comment ça se passe. Alors ensuite, de quoi on parle finalement quand on parle d'industrie du futur? C'est vrai que quand on va dans les salons, comme brillants salons comme aujourd'hui, on voit beaucoup de technologies. Mais en réalité, le point n'est pas la technologie. Les technologies sont disponibles aujourd'hui. Elles sont facilement accessibles. Énormément de fournisseurs les expliquent. Ce qui est très important, c'est de comprendre plutôt non pas la technologie, mais la solution que l'on va pouvoir adopter pour permettre une amélioration de l'efficacité opérationnelle de son outil de production. Et j'en citerai 5. La première, c'est ce qu'on appelle le jumeau virtuel, et peut-être que nos amis de Siemens pourront en parler. Jumeau virtuel, ça consiste à virtualiser la fabrication avant de fabriquer, et donc de pouvoir mettre au point un nouveau procédé, une nouvelle machine, un nouveau lancement du produit avant de passer à la production, et de ce fait d'économiser un temps très important. Ça a un impact sur la réduction des temps de lancement, des temps d'immobilisation, et donc ça permet de mieux utiliser nos outils. La deuxième solution sont les machines un peu intelligentes qui vont permettre, avec des capteurs, avec des données, de pouvoir autocorriger et de stabiliser les processus de fabrication. Et en stabilisant des processus de fabrication, on va éliminer des coûts de non-qualité, on va éliminer des stocks, mais on va aussi permettre d'avoir de meilleurs seuils de tolérance qui va permettre de réduire la consommation de matières premières et donc faire des économies de matières premières. Troisième solution, c'est un peu l'assemblage assisté et digitalisé. L'opérateur, aujourd'hui, qui fait les tâches d'assemblage, n'est pas forcément très polyvalent parce qu'il doit être formé sur un certain nombre de variantes. Avec un assemblage assisté, plus digitalisé, avec des données, on peut rendre cet opérateur plus polyvalent et en même temps augmenter, je dirais, sa satisfaction au travail en le délestant de tâches fastidieuses. Et c'est très important également, réduire le taux d'erreur et donc améliorer son contrôle au niveau du poste d'assemblage. Et ça permet d'améliorer également la productivité des ressources et avoir des lignes plus polyvalentes pour pouvoir être davantage flexibles. Traçabilité et qualité, c'est un très gros sujet qu'on voit également sortir dans cette industrie du futur. Tracer les produits de manière très fine et les constituants. Quand vous avez un rappel de voiture, c'est 5 millions de voitures qu'on rappelle. Peut-être que demain, on pourra rappeler juste les voitures qui ont exactement le lot qui a été défaillant. Et enfin, le dernier sujet qui est très important, c'est la digitalisation des flux et des pièces et des produits en dynamique. C'est l'idée donc de savoir exactement où se trouve tel ou tel semi-fini dans la production. Je vois très souvent dans les industries, par exemple, de faible série, vous avez des produits qui sortent au bout de 4 semaines d'un processus alors qu'il faut 5 heures de boulot pour les fabriquer. Où sont-ils passés? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a des temps d'attente, des rebuts, il y a des postes, des sous-optimisations. Et donc d'avoir une optimisation en temps réel de la traçabilité de l'ensemble de ces flux peut permettre de mieux planifier l'adéquation entre la charge et la capacité et donc de faire ça. Vous voyez, donc voilà, ces 5 exemples-là sont des solutions qu'on peut appliquer et elles ne sont pas forcément, elles ne sont pas très coûteuses, elles sont moins consommatrices de CAPEX que l'était leur grande sœur aînée de la 3e révolution industrielle et en revanche, elles permettent d'améliorer
les lead time, baisser les stocks, utiliser mieux les actifs et le TRS, améliorer la productivité des ressources, la non-qualité, et également la qualité du travail, l'ergonomie, la sécurité, le contrôle, l'image aussi de l'industrie. On entend aussi des opérateurs qui ont accès à des nouveaux outils qu'ils n'avaient pas auparavant. Et enfin, l'engagement vers le client, c'est-à-dire s'engager sur des délais, sur une qualité de produit et sur une traçabilité. Voilà un peu vraiment les points importants que recherchent les entreprises dans ces nouvelles technologies. Et vous voyez que c'est une logique extrêmement business. Alors, effectivement, par rapport à ça, on peut se dire, mais finalement, cette industrie du futur, est-ce que c'est encore pour accélérer la baisse des coûts comme on l'a vu lors de la troisième révolution industrielle, qu'est-ce que ça fait économiquement? Où sont les retours sur le capital engagé? Et on voit très souvent d'ailleurs des entreprises qui se sont un petit peu trop vite jetées sur la techno, c'est-à-dire ah bah tiens, des AGV, on va les prendre et on va les regarder ce que ça peut faire chez nous, et puis on les essaye, et puis malheureusement on est un peu déçus parce que finalement ça ne réduit pas tellement les coûts. Les robots collaboratifs, on essaye, puis finalement on est un peu déçus. Ben non, si on raisonne troisième révolution, en prenant des technologies de la quatrième révolution, on a tout faux. Il faut repartir vraiment du système d'ensemble et bien comprendre les facteurs économiques de cette quatrième révolution qui ne sont pas les mêmes que ceux de la troisième révolution. Pour la faire simple, un directeur industriel de la troisième révolution industrielle avait pour objectif de massifier des usines, investir pour créer une baisse de coûts grâce à un effet d'échelle en ayant investi. Donc c'est une logique de baisse d'effet d'échelle, de baisse du coût de produit, de manière à optimiser ses coûts. Dans la quatrième révolution industrielle, l'objectif n'est pas tellement de baisser le coût du produit. On peut même l'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on va faire des produits davantage personnalisés. L'objectif n'est pas non plus de parier sur des volumes à venir et donc d'investir au regard de volumes à venir. Il n'y a pas de croissance de volume. La croissance n'est pas forcément fantastique dans nos régions. Alors, qu'est-ce qu'on optimise? Eh bien, ce qu'on optimise, en fait, c'est le taux d'utilisation de l'actif global, c'est-à-dire la rotation du capital engagé. Et quelque part, vous le voyez bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous utilisez mieux vos actifs, moins de non-TRS, moins de non-qualité, moins de stock, etc., globalement, vous avez besoin de moins de machines et d'équipements pour ce faire. Donc, de ce fait, vous allez produire la même chose, mieux pour le client, mais avec un moindre capital engagé pour y parvenir, parce que les machines étant connectées, etc., on va permettre une économie substantielle. Donc, de ce fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'industrie devient moins capital intensive. Et c'est pour ça qu'elle se déplace vers la route, vers une rotation du capital plus importante, donc à droite, et en même temps, une profitabilité meilleure. Et donc le retour sur le capital engagé, qui sera l'indicateur de la quatrième révolution industrielle, le ROCE, va devenir prédominant et peut s'accroître de manière significative. Quand on a fait une simulation sur un cas concret d'une entreprise qui fait automobile, par exemple, un équipementier automobile, comme il y en a beaucoup dans la région, un 15% de ROCE, quand on applique l'ensemble des potentialités des nouvelles technologies, on peut passer à 30 ou 40% de retour sur capital engagé. Donc on se rapproche de d'autres industries moins capital intensives, très technologiques. Donc l'enjeu, il est là. Et avec 40% de capital engagé, on fera la même chose, mieux, mais avec 30 ou 40% de moins de machines et d'équipements pour faire la même chose. Il y aura également moins de personnel dans l'usine, il ne faut pas se leurrer, parce que des tâches ont été optimisées, voire 40 à 50% de moins en direct dans l'usine. Mais en revanche, notre actif fera plus de produits et donc aussi régénérera des emplois de ce fait. Et le fait qu'on ait économisé du capital engagé, des 30 à 40% de machines en moins, c'est autant d'investissements économisés qui, lui, peut se réinjecter dans l'économie et recréer en fait les emplois qui auraient été détruits directement sur notre système. Vous voyez, donc on est dans un mécanisme nouveau en fait de destruction-création d'emplois, comme on l'a vu précédemment, mais pas par les mêmes mécanismes, pas par le pouvoir d'achat, par la baisse des coûts, par la baisse du capital engagé. Pour information, au niveau européen, si l'Europe basculait à 50% dans l'industrie du futur à horizon 2025, ce serait une économie de 400 milliards de capital engagé. Et 400 milliards d'économies de capital engagé en Europe de l'Ouest, c'est l'équivalent de 10 millions d'emplois en recréation d'emplois, donc dans l'industrie ou les services. Donc il y a un véritable enjeu, effectivement, d'aller vers la route industrie du futur et non pas la route numéro 2, qui est la route que la France est en train de suivre actuellement, avec une obsolescence forte de son réseau industriel, une baisse de son capital engagé qui devient amorti par le sous-investissement et une profitabilité décevante. Alors, quelque part, pour finir, pour introduire ces tables rondes,
quelque part, ça change le paradigme de la stratégie industrielle. On ne peut plus raisonner comme avant. On va raisonner production de masse vers la customisation de masse, avoir des unités locales plus flexibles, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, avoir à passer en make-to-order dynamique, aller vers les produits d'usage, organisation flexible et surtout amélioration de la qualité de vie au travail. Voilà quelques éléments pour un peu planter le décor sur ma vision un petit peu de cette industrie du futur et de tout ce qu'elle peut apporter pour les acteurs et comme pour la France. J'ai tenu les 20 minutes. Vous êtes parfait, je pense qu'on peut l'applaudir très fort.